Et maintenant, on accueille le docteur Jean-François Richard. Jean-François Richard, vous êtes chef de service à la maison médicale Jeanne Garnier. Vous êtes formateur en soins palliatifs et en éthique. Vous avez un certificat d'éthique en pratique de la santé. Et le thème de votre intervention, c'est fin de vie, le droit de ne pas souffrir, les soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va voir ça avec vous. Rassurez-vous, il n'y a qu'une diapo, c'est juste pour se souvenir du titre. Et c'est déjà pour remarquer, enfin moi je suis avec vous depuis ce matin et vraiment la construction de la journée, bravo. En tout cas, ça me facilite la vie parce que tout a déjà été dit quasiment. Et je pense qu'effectivement, en prenant chacune des briques Lego qui a été construite au fur et à mesure de chaque intervention, vous les rassemblez et vous avez effectivement, je pense, en grande partie ce que sont les soins palliatifs. Alors, première remarque, c'est que le titre me chatouille un tout petit peu parce que il commence par fin de vie. Et vous avez remarqué que depuis ce matin, nous ne sommes pas uniquement dans le temps de la fin de vie, et heureusement. Et c'est donc la première chose que je voudrais souligner, les soins palliatifs ne sont pas que des soins au moment de la fin de vie, en tout cas pas de la toute fin de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui requièrent des soins palliatifs peuvent être à des moments différents de leur maladie. Bien sûr, dans la définition officielle, on parle de maladies graves et incurables, et puis on rajoute parfois en phase avancée ou terminale. Mais le temps de ce qui s'appelait autrefois, je me souviens de ma revue du praticien de 1987, soins palliatifs terminaux, on n'est plus tout à fait là-dedans. On est dans le fait de dire que nous sommes plutôt dans une culture palliative, dans une démarche palliative. Et dans tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, vous pouvez construire cette démarche à partir des différentes briques. Un exemple, tout ce qui a été dit autour de la douleur ce matin. Et vous avez remarqué qu'il y a eu des interventions extrêmement techniques. Elles ont été faites en un quart d'heure et donc concises, mais extrêmement techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, lorsque nous pratiquons des soins palliatifs, nous pratiquons une médecine avec tout ce que notre caisse à outils contient, qui est apporté par la médecine technoscientifique. Et donc, vous avez vu des molécules qui sont des molécules très avancées. Nous en avons une multitude maintenant. Nous avons des techniques et il faut absolument se servir de cela. La première chose qu'attend le patient, surtout s'il est douloureux, c'est qu'on le soulage. Donc, un aspect vraiment qui se sert de toute la médecine dans ce qu'elle a de technoscientifique. Et puis, vous avez remarqué certainement depuis ce matin, tout ce qui est autour des mots de écoute, relation, présence. Oui, parce que lorsqu'on dit soins palliatifs, prendre soin, et vous l'avez compris depuis ce matin aussi, il y a cet aspect de la technique, mais il y a aussi tout l'aspect qui est lié à l'accompagnement, c'est-à-dire être là, être présent. Et ça va effectivement des soignants dans un service, des soignants qui interviennent à domicile, mais on l'a vu et on l'a compris grâce à votre intervention aussi, madame, tous les aidants, tout ce monde-là accompagne. Et c'est tout ça ensemble qui permet d'être dans une culture palliative, une démarche palliative, et donc à la fois de prendre soin de la personne malade et de l'accompagner. Alors, pour qui? Pour quel type de patient? Bien sûr, une des premières choses qui nous vient en tête, ce sont les patients atteints de maladies cancéreuses et notamment de maladies cancéreuses avancées. C'est vrai qu'à la maison médicale Jeanne Garnier, par exemple, c'est une part très importante de nos patients. Ça doit être 70% de nos patients. Mais il n'y a pas que les unités de soins palliatifs qui prodiguent des soins palliatifs, bien évidemment.
Les soins palliatifs, ils peuvent être mis en place où? Ils peuvent être mis en place d'abord à domicile. Avant de faire uniquement des soins palliatifs, j'ai fait 18 ans de médecine générale en banlieue sud, et c'est là que j'ai découvert que, premièrement, je n'avais pas été préparé par la faculté pour accompagner des personnes très malades ou en fin de vie, et deuxièmement, qu'il y en avait quand même quelques-unes et qu'il fallait que je me débrouille et que je les accompagne. Eh bien, heureusement, nous avons fait beaucoup de progrès quand même depuis ce temps-là. Et le premier lieu où peuvent se faire des soins palliatifs, ça peut être à domicile. Et on a développé beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion, moi, de travailler dans un service d'hospitalisation à domicile de soins palliatifs. Et puis, il y a aussi tous les lieux qui sont des lieux institutionnels, que ce soit des lieux pour les personnes de grand âge ou les personnes qui sont avec des difficultés ou relationnelles ou des maladies de type démence également. Donc, je pense notamment aux EHPAD. Nous avons eu une intervention tout à l'heure. Les EHPAD dans lesquels il y a à développer, à accompagner, à prendre soin de nos personnes âgées. C'est un lieu qui est absolument fondamental pour que puissent se développer les soins palliatifs et l'accompagnement de ces personnes. Il y a d'autres lieux aussi, je pense au handicap, bien sûr, les MAS, les maisons d'accueil spécialisées. Et puis, il y a ensuite, donc, effectivement, le système hospitalier. Et dans notre organisation française, nous avons depuis le début, en gros, deux grands axes pour pratiquer les soins palliatifs. Il y a un axe qui est celui des unités de soins palliatifs. Bon, Jeanne Garnier, c'est la plus grosse en Europe, donc on a effectivement 80 patients qui sont en phase palliative de leur maladie. Mais on ne fait plus des unités aussi grosses, on fait des unités beaucoup plus petites, maintenant d'une douzaine de lits. Et nous avons construit en France tout un système, un maillage, on a essayé de faire un maillage avec des équipes mobiles de soins palliatifs, essentiellement intra-hospitalières, qui vont donc d'un service à un autre, mais on essaye maintenant de les développer pour qu'elles puissent aller à domicile. Notre système de santé, vous le savez, est mal en point, et il faut faire preuve d'imagination pour essayer d'adapter sur les situations. On pense aux patients cancéreux, mais il y a également tous les patients atteints de maladies chroniques, qui nécessitent également, à un moment ou à un autre, une approche palliative de leur situation et de leur maladie. En fait, ce qu'on va dire, c'est que on va être dans cette approche palliative, notamment quand la mort semble s'approcher. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que si elle s'approche, elle arrive. Jeanne Garnier, on a quand même 20% de patients qui ressortent vivants. On n'est pas obligé de mourir quand on rentre à Jeanne Garnier. Et par exemple, un patient qui a une maladie chronique avancée, je pense à par exemple des insuffisants respiratoires avancés ou des insuffisants cardiaques qui sont en phase avancée de leur maladie, eh bien, il y a en fait des phases d'aggravation très importantes qui parfois peuvent nécessiter une réanimation, puis on regagne quelque chose, et puis il récupère, mais peut-être un petit peu moins bien qu'avant, et puis le prochain épisode, c'est encore un petit peu plus grave, puis ça remonte un petit peu, jusqu'au moment où il faut bien se rendre compte que on n'arrive plus bien à les soulager et à les remettre, j'allais dire, dans l'état antérieur. Et puis, il y a les personnes qui, j'allais dire, avec un lent déclin, et notamment, par exemple, dans certaines situations de grand âge, ont à la fois la dépendance qui augmente, et puis des incidents de santé qui se cumulent et qui font qu'il y a un déclin progressif. On fait donc à la fois, vous avez vu et vous l'avez entendu, plusieurs types de soins. On les a appelés différemment. On a appelé à un moment soins de confort. C'est effectivement quelque chose qui intervient, par exemple, dans le cours de la maladie cancéreuse. Il y a un peu plus de 10 ans, une étude très très importante faite par un auteur, Temel, qui a montré que si on mettait en place des soins palliatifs précocement dans le cadre du cancer bronchique métastatique, eh bien, on améliorait non seulement la qualité de vie,
ce que l'on sait depuis longtemps, mais on améliorait même la quantité de vie. Tout ça pour dire que la tendance actuelle, c'est effectivement de s'écarter de juste fin de vie, mais ça reste une préoccupation majeure, et d'aller de plus en plus vers des soins palliatifs précoces qui n'interdisent pas toute l'autre complexité, tout l'autre panel de soins simultanément et d'accompagnement, mais on n'est plus cantonné dans quelque chose qui encadre strictement la fin de vie. Soins palliatifs, pallium, c'est le manteau, ça entoure. Un des orateurs ce matin a dit « faire du bien aux malades ». Voilà, c'est ça, faire du bien aux malades. Faire du bien, ça peut être à la fois en utilisant la morphine ou les dernières molécules possibles, et puis la présence des bénévoles d'accompagnement qui, depuis la première loi française portant sur les soins palliatifs en 1999, a d'emblée dit deux choses. Toute personne qui requiert des soins palliatifs a droit à un accompagnement et à des soins palliatifs. Deuxième chose, cette loi a dit toute personne qui a une douleur doit avoir sa douleur prise en compte, soulagée et traitée. Et troisième chose, on invente les bénévoles d'accompagnement. On a fait du chemin, c'est vrai, mais on sait encore qu'actuellement en France, il y a un tiers des personnes qui nécessiteraient un accompagnement et des soins palliatifs seulement qui en bénéficient. Donc, 2/3 des personnes requérantes n'ont pas accès à des soins palliatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de faire bouger de façon importante. Alors, vous avez entendu aussi une alternance de mots entre douleur et souffrance. Et c'est assez rigolo de voir que notre loi, dès 1999, contient le mot douleur. Une loi qui contient un symptôme, c'est quand même pas banal. Le mot douleur, parce que, et ça contient pas le mot Disney, difficulté respiratoire ou vomissement, etc. Le mot douleur, pourquoi? Parce que ce que l'on sait, ça a bien été montré par l'intervention qui nous a illustré les petits-enfants douloureux. La douleur retire de la relation. Il y a un impératif éthique à prendre soin du patient qui a mal. Il y a un impératif éthique à soulager la douleur. Ce soulagement permet de remettre la personne en lien d'humanité. Et puis petit à petit, on s'est dit, il n'y a pas que la douleur, c'est plus complexe. Et c'est étonnant, on a utilisé aussi toute la journée le mot souffrance, pas uniquement pour le malade, on l'a vu, pour les aidants, pour les soignants également. Notre loi, petit à petit, notre code de santé publique, qui est une sorte de millefeuille qui est lié à la succession des différentes lois, petit à petit est passé du mot douleur vers le mot souffrance. Et c'est intéressant, parce que bien évidemment, il y a ce qui est au niveau de la douleur du corps, mais comme ça a été bien montré à un moment, c'est jamais très très loin de la souffrance et réciproquement. Et puis il y a toute la souffrance sociale, la souffrance psychique, la souffrance existentielle, la souffrance spirituelle. Cette souffrance existentielle qui est quelque chose qui est extrêmement difficile à délimiter, à accompagner et à prendre en charge. Alors, dans la phrase qui était, il n'y a plus le titre, mais c'est pas grave, il y avait également un droit à ne pas souffrir. Il me semble que c'était libellé comme ça, le droit de ne pas souffrir. Alors c'est un peu compliqué d'aller chercher la loi pour ne pas souffrir, mais c'est le courage qu'a eu le législateur en France. Dans sa grande sagesse, il n'a quand même pas dit « toute personne a le droit de ne pas souffrir ». Parce que hélas, même si nous avons fait énormément de progrès, nous savons tous qu'il reste quelques situations, elles ne sont pas très fréquentes, je crois maintenant, il reste quelques situations où on ne peut pas soulager complètement la personne qui souffre. Droit de ne pas souffrir, c'est pas ce que dit la loi. La loi dit toute personne a le droit à un accompagnement, a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur soulagement possible de sa souffrance. Voilà. Bon, un petit peu plus de réalisme là. Mais la loi dit à ce moment-là, juste après la phrase d'après, mais les professionnels de santé doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour
pour que ce droit soit respecté. Voilà. Tout ça pour dire que c'est la clochette, elle n'a pas beaucoup résonné aujourd'hui, mais tant mieux, je me disais, il faut quand même qu'elle sonne un petit peu. Ce droit, il s'est concrétisé notamment dans notre dernière loi, la loi de 2016, qui est la loi Claes-Leonetti. On va en entendre parler en détail, je pense, par Monsieur Leonetti. Donc je ne vous dévoile pas tout, mais vous avez tous entendu parler de la possibilité offerte par cette loi, de faire une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès dans certaines situations. Alors, sachons quand même, retenons que cette loi permet effectivement à la personne malade, mais pas uniquement, le médecin peut décider cela aussi, dans certaines situations, lorsque la souffrance, on ne peut plus la contrôler. Quand on est dans une souffrance qui est dite réfractaire, on ne peut plus la casser, cette souffrance. Quand elle est insupportable et réfractaire, la personne malade peut demander à ce que l'on fasse baisser son état de vigilance, sa conscience, jusqu'au point de la faire dormir, et cela jusqu'à ce que la mort arrive de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle une sédation qui est profonde, et cette sédation, on la maintient en renouvelant jour après jour les médicaments pour maintenir cet état de sédation profonde, pour que le patient s'endorme avant de mourir, sans souffrir avant de mourir. Voilà. Il y a un certain nombre de critères pour cette sédation, et notamment un critère qui est que il faut que l'on sente que la mort soit prochaine, c'est-à-dire dite à court terme, ce qui offre effectivement un certain nombre de difficultés. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que pendant ce temps-là, les soins sont toujours poursuivis. Les infirmières vont voir le malade tous les jours, plusieurs fois par jour bien sûr. On continue les massages, on continue à mettre des traitements contre la douleur, dans le doute qu'il est encore mal, et on continue à prendre soin et de lui et de ses proches. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.